Bienvenue au Parlement européen de Bruxelles. La Commission européenne veut établir de nouvelles règles budgétaires avant la fin de l'année pour tenter de ramener tout le monde sous la barre des fameux 3% de déficit et 60% de dette publique. Alors, tout le monde est d'accord maintenant pour dire que les règles étaient trop rigides et mal appliquées. L'idée, c'est donc d'établir un dispositif plus efficace et réaliste. Oui, mais comment ? La Commission a présenté ses propositions et pour changer, les pays frugaux et les États surendettés ne sont pas d'accord. Ce débat intervient alors que la France est dans la tenaille des agences de notation. L'agence Fitch vient de baisser d'un cran la note de la France à AA- à cause des tensions sociales. Le problème, c'est que si la note de la France se dégrade, les taux d'intérêt, eux, augmentent. Or, la France paie déjà 50 milliards d'euros d'intérêt par an sur sa dette. Alors, quelle est la meilleure méthode pour réduire la dette et stimuler la croissance ? Faut-il être strict ou au contraire laisser une marge de manœuvre à chacun ? Pour en débattre, Manon Aubry, députée européenne LFI, bonjour. Bonjour. José Manuel Fernandes, député européen portugais de centre droit, bonjour. Florence Autrey, journaliste économique, bonjour, et Jean Quatremer de Libération. Les règles budgétaires actuelles ont 25 ans, comme Jean. Elles ont été suspendues en 2020 à cause du Covid. Quelles sont les propositions de la Commission pour les modifier ? Voici les explications de Julien Gasparuto, le correspondant de France Télévisions ici à Bruxelles. Comment redonner de la souplesse aux États membres tout en maintenant une certaine rigueur dans la gestion des dépenses publiques ? C'est l'équation à résoudre pour réussir la réforme des règles budgétaires de l'Union européenne. Dans le fonctionnement actuel, le pacte de stabilité prévoit deux obligations majeures. Les déficits publics ne doivent pas dépasser 3% du PIB, le produit intérieur brut, et la dette publique ne doit pas dépasser 60% du PIB. Ces règles, qui datent de la fin des années 90, sont jugées obsolètes par de nombreux acteurs car dans les faits, beaucoup de pays ne les respectent plus et dépassent très largement les seuils autorisés. La Commission européenne propose donc de garder ces objectifs tout en donnant plus de marge de manœuvre aux États membres qui pourront définir eux-mêmes leur trajectoire de réduction des déficits en proposant des réformes et des investissements sur une période de 4 ans. Ces plans seront évalués par la Commission et si les efforts sont pertinents, la période d'ajustement pourra être portée à 7 ans. Des objectifs intermédiaires seront toutefois assignés aux États membres. La pente sera donc plus douce, mais la proposition ne satisfait personne. La France et les pays du Sud estiment qu'en conservant les seuils déjà existants, le cadre reste trop rigide. A l'inverse, l'Allemagne et les pays du Nord pensent que le texte n'est pas suffisamment contraignant. Trouver un compromis sera donc très difficile. Merci, cher Julien, pour toutes ces précisions. Manon Aubry, je me tourne vers vous. J'aimerais bien avoir à vous deux, madame, monsieur, déjà votre point de vue sur l'objectif. Est-ce qu'on est d'accord qu'il faut stimuler la croissance et réduire la dette ? Est-ce que ça, pour vous, c'est ce qu'il faut faire ? Je crois que c'est des objectifs qui sont d'un autre temps, qui ne sont absolument pas adaptés aux défis sociaux et aux défis écologiques de notre époque. D'ailleurs, la Commission européenne dit elle-même qu'il faut plus de 500 milliards d'euros d'investissement pour la transition écologique. Ce sont ces chiffres. Et si on applique ces chiffres, on serait déjà bien au-delà des 3% de déficit. L'objectif des 3% de déficit et des 60% de dette maximum ont été inventés sur un coin de table, sans justification économique. D'ailleurs, l'Union européenne est la seule zone géographique, politique et économique à se fixer ces objectifs qui n'ont aucun sens et qui se traduisent par des objectifs en matière de coupe dans les services publics, dans la protection sociale. Donc, je crois que cette réforme qui certes introduit plus de flexibilité, mais davantage de sanctions, j'imagine qu'on va y revenir, mais qui se borne à garder ces objectifs d'un autre temps sans aucune justification économique, je crois, rate sa cible, alors qu'il y avait un consensus général sur le fait qu'elles étaient complètement inappropriées. Bon, après, on est la seule zone au monde à partager une monnaie de cette manière, j'imagine, mais moi, je vous avais posé la question sur les objectifs, à savoir stimuler la croissance et diminuer la dette. Diminuer la dette, diminuer la dette, ça revient avec l'objectif de 60%, donc je vous ai répondu. Et stimuler la croissance, ça dépend pour quoi faire. Une croissance qui saccage la planète, non. D'accord. Donc, je pense que c'est aussi un objectif théorique qui souffre assez mal de l'analyse par la pratique de quel modèle économique on veut. Bon, alors je modifie mon introduction de l'émission. Quand j'ai dit tout le monde est d'accord sur les objectifs, à savoir stimuler la croissance et réduire la dette, non, tout le monde n'est pas d'accord. José... C'est pas la seule. Hein. Non, voilà, pardon. Beaucoup d'économistes le disent. Absolument. José Manuel Fernandes, est-ce que pour vous, l'objectif, c'est de stimuler la croissance et de réduire la dette ?
l'objectif de stimuler la croissance est positif. Oui. Il faut être sérieux. Même dans les propositions de la Commission, elle parle du pilier des droits sociaux, de l'objectif de combattre le changement climatique, des défis aussi du digital. Et ça, c'est une chose positive. C'est avec la croissance qu'on peut donner des meilleurs salaires, des meilleures retraites. C'est avec une croissance qui doit être aussi inclusive et c'est aussi dans les objectifs. Et bien sûr, une dette qui n'est pas soutenable rend des problèmes. Et même comme on partage une monnaie, s'il y a un État membre qui va par exemple à la faillite, ça a des répercussions dans d'autres États membres. Florence Sautrey, on dit que c'est la Commission qui nous oblige à avoir un déficit limité, une dette limitée, etc. Mais ce sont aussi les marchés, les agences de notation. Là, je fais appel aux lumières de la journaliste économique. C'est important ce que pensent Fitch, Moody, Standard & Poor's quand on a cette perspective de dégradation de la note française. Alors, c'est une excellente question. Mais oui, bien sûr, c'est très important. Mais ce qui est très important pour le marché, c'est qu'il y ait des règles, justement. C'est un système, c'est une union monétaire qui n'est pas fondée sur des transferts massifs, comme l'Allemagne ou les États-Unis, disons, où l'équilibre entre le centre et la périphérie et les États est tout à fait différent. C'est une union monétaire qui est basée sur des règles. Et il faut que ces règles soient crédibles, pas forcément appliquées, puisqu'elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas, je veux dire. Aujourd'hui, dans le dernier rapport de la Commission... Comment peuvent-elles être crédibles et sans être forcément appliquées ? C'est toute la subtilité du truc. C'est-à-dire qu'on croit qu'on est dans une union monétaire avec des règles germaniques et en réalité, on est dans une union monétaire avec des règles byzantines. Dans un jeu diplomatique de discussion constante qui existe déjà, mais qui va être encore plus fort entre la Commission et les États membres, parce que chaque pays va être traité légèrement différemment. Hélas, en fait, c'est ça l'avenir, en fait. Tout ça pour garder des règles et rassurer les marchés. Et c'est la capacité de la Commission à gérer cette diplomatie qui rassure les marchés. Je me souviens d'avoir interviewé à nombreuses reprises Pierre Moscovici, à l'époque où c'était lui qui était en charge du dossier à la Commission européenne et la France était vraiment dans le viseur. Et à chaque fois, je lui posais la question, mais est-ce que vous pourriez sanctionner la France ? Hop, il louvoyait. Est-ce que vous pourriez sanctionner la France ? Hop, il répondait encore à côté. Jean, ces règles, ce pacte de stabilité, il a 25 ans. Ça date de 1997, 26 ans. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas crédible ? Il avait même été qualifié de stupide par Romano Prodi, ancien président de la Commission. Il faut se rappeler que le ministre des Finances allemand, en 2003, avait dit que le pacte de stabilité n'a pas été conçu pour s'appliquer à l'Allemagne. Texto. Et il ne s'est jamais appliqué à l'Allemagne, pas plus qu'il ne s'appliquera à la France, quoi qu'il arrive. Mais je crois que le problème fondamental, c'est que, vous savez, quand on entend dire que le pacte de stabilité, c'est une idée allemande, moi, ça me sidère. Pourquoi est-ce qu'on a un pacte de stabilité ? On a un pacte de stabilité parce qu'au moment de la négociation du traité de Maastricht en 1991, la France a refusé l'union politique. Si on avait accepté l'union politique, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire qu'on faisait un budget communautaire, un vrai budget, un budget de transfert, comme l'a très bien dit Florence. Donc, c'est-à-dire, on n'avait pas un budget de 1%, on avait un budget de 5, 10%. Et on ne se préoccupait pas des budgets nationaux. Si demain LFI est élu en France et qui veulent mener une politique de dingue, c'est-à-dire dépenser, l'argent tombe des arbres et hop, et j'augmente les salaires de 100%. C'est pas une politique de dingue, notre politique. Notre plan était même à l'équilibre d'ici 5 ans, vous savez. Non, mais c'est mon appréciation, mais je veux dire une politique dingue, ou alors, mais quand je dis LFI, ça peut être une politique, rassemblement. C'est une politique qui coûte un pognon de dingue. Elle aurait une légitimité démocratique. Moi, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, Meloni en Italie, elle a une légitimité démocratique pour mener sa politique. Et c'est pas la Banque Centrale Européenne ni l'Eurogroupe qui vont dire à Mélanie, élue par le peuple, qu'elle doit mener telle ou telle politique. Ce que j'entends chez Manon Aubry, c'est qu'à partir du moment où on a été élu sur un programme et qu'on bien sûr, elle a raison. Ça a une légitimité démocratique. Mais elle a raison. Il me semble que les retraites, c'était annoncé dans le programme. Emmanuel Macron... On peut y revenir sur les questions... Non, Emmanuel Macron, justement, qui avait déclaré, c'était en novembre 2019, c'était dans The Economist, et il a dit que la règle des 3% était un débat d'un autre siècle. Nous avons besoin de plus d'expansionnisme, de plus d'investissement. L'Europe ne peut pas être la seule zone à ne pas le faire. Alors d'abord sur les retraites, pardon, je suis obligée de vous répondre. Quand il y a 2 millions de personnes pour le 1er mai qui descendent dans la rue, c'est qu'il y a aujourd'hui une contestation très forte. Et Emmanuel Macron a été élu, vous le savez, au second tour. Il a une légitimité démocratique, mais par défaut contre Marine Le Pen. Mais
Ce que pose la question de Jean, qui est très pertinente, c'est la question démocratique. Si jamais un candidat LFI est élu, mais que c'est face au RN, il n'aura pas de légitimité démocratique. Non, c'est pas ce que je dis. Mais s'il y a une contestation massive de la part de l'ensemble des syndicats, de manière unanime, et de la part de la population dans la rue, oui, une démocratie, elle est vivante. Et elle est vivante aussi entre l'échelon local, l'échelon national, et entre l'échelon national et l'échelon européen. Et donc, j'en arrive au point de Jean, pour le coup, où j'ai un point d'accord. Cette réforme des règles budgétaires, elle pose plusieurs problèmes démocratiques. Le premier, c'est quand même que la réforme en tant que telle, il n'y a qu'un seul volet sur les 3 qui va être examiné ici par notre Parlement européen. Donc moi, j'ai été élue sur un programme, mais je n'aurai pas mon mot à dire, notamment sur le volet coercitif de la réforme, qui est d'augmenter les sanctions vis-à-vis des États qui ne sont pas dans les clous. C'est le Conseil qui va se prononcer. Oui, mais moi, j'ai été élue au Parlement européen oui. pour me prononcer sur cette question. C'est le premier problème démocratique. Le deuxième problème démocratique, c'est que les parlements nationaux n'auront pas leur mot à dire. Donc, quand Bruno Le Maire, notre ministre des Finances, propose une trajectoire de réduction des déficits, en réalité, c'est pas le cas à l'heure actuelle. Je fais gaffe à ce que je dis parce que, en effet, aujourd'hui, le carcan budgétaire, il est symbolique puisqu'il n'y a pas de sanctions qui sont appliquées. Mais quand Bruno Le Maire, demain, appliquera sa trajectoire de réforme des déficits et une seconde réforme des retraites pour aller jusqu'à 67 ans, là aussi, il le fera en échange avec la Commission européenne. Et troisième problème démocratique, c'est que la Commission européenne n'a pas de légitimité démocratique. Alors certes, les États auront plus de flexibilité pour définir s'ils coupent dans les hôpitaux ou dans les écoles. Mais ensuite, c'est la Commission européenne qui validera leur plan. La Commission européenne, quelle est sa légitimité pour dire à un État, pour dire à la France, à l'Italie, c'est comme ça que vous devez définir. Normalement, le président ou la présidente de la Commission européenne devrait être le résultat, le fruit des élections européennes, mais ce qui lui confère interroger les citoyens, est-ce qu'ils savent qui est la présidente de la Commission européenne? Est-ce qu'ils savent comment lui demander les comptes? C'est Ursula von der Leyen, elle n'a pas de légitimité. On l'a voté au Parlement. En tout cas, très peu d'États membres respectent les critères de Maastricht, ces fameuses règles, comme on le voit sur cette carte toute l'Europe. 13 pays ont une dette supérieure à 60% de leur richesse nationale. 11 affichent un déficit supérieur aux 3%. Seuls 9 États remplissent toutes les conditions. Vous voyez que c'est pas réaliste. En règle générale, on est au nord, Suède, Estonie, Danemark, Pays-Bas, Irlande, etc. José Manuel Fernandez, j'aimerais bien avoir votre réaction là-dessus parce qu'on a posé la question à Ludovic Vout de la Confédération européenne des syndicats. Est-ce que cette réforme, finalement, c'est pas un retour de l'austérité ? Pour les syndicats européens, la perspective du retour du pacte de stabilité et de croissance et des possibles politiques d'austérité dans toute l'Europe, ça passe complètement à côté de la plaque des défis sociaux et environnementaux de notre époque. Les travailleurs ont besoin qu'on s'attaque à la crise du coût de la vie, qu'on investisse massivement pour créer des emplois de qualité et pour décarboner notre économie. Dans un monde en crise et en transition, on ne protégera pas mieux avec moins d'investissement. Il vaut mieux une cure d'amincissement des dividendes qu'une cure d'austérité. José Manuel Fernandez, vous qui êtes portugais, le Portugal qui, pour se relancer, a quand même investi massivement. Les États membres, à ce moment, il faut dire la vérité, ont tellement de l'argent qu'ils ne savent pas comment l'utiliser. Ça, c'est complètement vrai. Si vous regardez même les fonds de politique de cohésion, il y a encore plus de 80 milliards d'euros qui doivent être dépensés jusqu'à la fin de cette année et ils ne sont pas encore utilisés. Les fonds de cohésion 2021-2027, l'exécution cette année, nous sommes en 2023, est presque zéro. Vous avez les plans de relance, ils ont tellement d'argent qu'ils ne savent pas quoi faire à cet argent. Les États membres ont de l'argent suffisant. Mais je vais vous dire qu'est-ce qui manque. C'est des projets communs. On n'a pas une union de l'énergie. Il faut des investissements, du digital. Pour les transports, on n'a pas l'union de la santé, de la défense, ce qui manque à l'Europe. Est-ce que justement vous partagez l'avis de ceux qui disent que c'est à cause des règles du pacte qu'on n'a pas pu investir dans le numérique, on n'a pas pu investir dans la défense et c'est pour ça qu'on est en retard par rapport aux Chinois et aux Américains. On n'a même pas les règles du pacte à ce moment. Et la Commission donne de la souplesse avec cette proposition. Elle donne une trajectoire de 4 ans qui peut aller à 7 ans. Elle dit même, faites des investissements, dépassez les 3% si nécessaire. Il faut réduire la dette, oui, mais il faut investir. Il faut aussi moderniser. Mais ici, il y a toujours un problème. C'est que ce que les gouvernements ne sont pas capables de faire, la faute est toujours la faute
à l'Europe. Ça, c'est le problème. La philosophie, Florence, de la Commission, en gros, c'est de dire, bon, on fait plaisir aux Allemands, on garde les 3%, on garde les 60%, mais un peu plus de marge de manœuvre pour y arriver. On n'est pas, comme vient de le dire M. Fernandes, on n'est pas plus sur une base annuelle, mais maintenant c'est sur 4 ans. Au moins, ou 7. Au moins, avec donc des marges de manœuvre très fortes pour la Commission dans l'appréciation des circonstances particulières à chaque État membre. Mais je voudrais rebondir sur ce que disait M. Fernandes. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle que les États membres ne soient pas en mesure de dépenser l'argent européen. Et ça conforte un peu ce que disait Mme Aubry, parce que si cet argent, ils voulaient l'utiliser pour recruter les infirmières ou augmenter les professeurs, ils ne pourraient pas, en fait. On ne peut pas utiliser l'argent des fonds structurels pour ça. Et donc, ça pose quand même une question. Est-ce que cet argent a été sanctuarisé et recentralisé à Bruxelles, pour être redistribué à mauvais escient, en fait? Donc, la question de l'architecture de l'union monétaire qu'a posée Jean Quatremer, je trouve, est ultra pertinente. Et je suis un petit peu inquiète qu'on aborde bientôt un cycle électoral européen. Il y aura des élections parlementaires en 2024, sans que soit reposée cette question de l'architecture budgétaire européenne. Et moi, c'est des débats que j'ai entendus, mais à l'époque où M. Fitoussi, regretté professeur d'économie, en parlait à Sciences Po dans les années 90. C'est un débat qu'on avait, qui n'existe plus aujourd'hui. Et je pense que les élections devraient être l'occasion de le rouvrir parce qu'il est pertinent. Jean, sur les sanctions, donc on pouvait pas les appliquer parce qu'elles étaient trop importantes jusqu'ici. On parlait de milliards de sanctions. Or, si un pays a un trou dans la caisse, c'est pas le moment de lui infliger des milliards d'euros de sanctions. Donc là, maintenant, l'idée, c'est de baisser l'amende, mais de l'appliquer. Oui, mais c'est une question de rapport de force politique. C'est ce que dit la Commission. Oui, mais c'est la même chose. On revient au point de départ. C'est une question de rapport de force politique. Comme le disait le ministre allemand en 2003, le pacte n'a pas été conçu pour s'appliquer à l'Allemagne ni à la France. Peut-être à l'Italie, parce que l'Italie, on a même contraint Silvio Berlusconi à l'époque Premier ministre à quitter le pouvoir en 2011 parce qu'on ne partageait pas sa politique. Donc ça pose des problèmes démocratiques. Et franchement, demain, vous sanctionnez la France. Imaginons, on sanctionne la France demain. Qu'est-ce qui va se passer ? Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec la réforme des retraites. Donc on va dire aux Français, on va vous ponctionner, 10 milliards, ce que c'est censé économiser la réforme des retraites. 10 milliards qui vont aller partir dans le budget. On va travailler jusqu'à 67 ans. Voilà. Et on va travailler. Je croyais que c'était 17, moi, en fin de quinquennat. Mais vous vous rendez compte ? Politiquement, ce que ça voudra dire pour un pays comme la France. Alors peut-être que le Luxembourg, pour le coup, pour donner raison à Manon Aubry, tout le monde connaîtra le nom du président de la Commission. Oui, mais c'est juste que politiquement. Imaginez la colère légitime qui va s'en dégager et à la fin qui sera pour le coup contre l'Union européenne. Donc je pense que l'Union européenne se tire une balle dans le pied en faisant cela. Si elle voulait que les peuples européens détestent plus l'Europe, elle ne s'y prendrait honnêtement pas autrement. Voilà. Les 4 ou 7 point d'accord entre Jean Quatremer et moi. Pose un autre problème, c'est que un gouvernement n'a pas 7 ans. Oui, là, exactement. Et cela pose un problème. Il devrait être obligé à un large consensus, parce que sinon, il va prendre des mesures au-delà de son mandat, au-delà de sa légitimité démocratique. Voilà. Et contrairement à ce que dit ma collègue, elle existe ici aussi au Parlement. La présidente de la Commission, elle est élue. Les chefs d'État, ils sont élus. Quand même, mais c'est pas. Moi, quand je regarde les recommandations qui sont faites, pour le coup, dans le cadre du semestre européen à la France, chaque année, c'est qui des pour le moment recommandations. Mais justement, pour le moment, elles ne sont pas. Pour le moment, elles ne sont pas appliquées. Ce que va prévoir cette réforme, c'est que ça donne une dimension contraignante à ces recommandations de la part de la Commission européenne. Et quand je vois ces recommandations, c'est une réforme de l'assurance chômage. On en voit concrètement les conséquences. C'est prendre dans le portefeuille des chômeurs. Demain, on nous dira que l'hôpital coûte trop cher en France et on va encore fermer des lits d'hôpitaux. Voilà concrètement l'impact pour la vie des gens. Et je veux bien qu'on le mesure parce que tous ces chiffres-là, vus depuis Bruxelles, ça a un impact sur notre vie au quotidien. Et ce sera la faute à l'Europe. Et cette semaine, d'ailleurs, c'est aussi la fête à l'Europe. Le 9 mai, la fête de l'Europe, le jour de la déclaration de Robert Schuman dans le salon de l'horloge au Quai d'Orsay. Les fonctionnaires européens appellent ça ici la Saint-Schuman. Mais alors, pourquoi cette déclaration revêt-elle un tel caractère historique et surtout
politique, mon cher Jean Quatremer. Voilà la question. Vous avez 2 minutes. L'édito de Jean Quatremer. Les institutions communautaires ne respectent qu'une seule fête nationale, la belge, le 21 juillet. Ne me demandez pas pourquoi, alors que l'Union a de multiples sièges dans les pays européens, et notamment en France. Et elle songe aussi, bien sûr, pour la Journée de l'Europe, le 9 mai, ironiquement appelée la Saint-Schumann. La Journée de l'Europe, c'est la commémoration de l'appel lancé le 9 mai 1950 par Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères de la France, qui a permis la réconciliation franco-allemande et la construction européenne. Ce n'est pas pour rien que le Parlement européen lui a décerné le titre de Père de l'Europe. Écoutons-le. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Pas évident de lancer un tel appel 5 ans après la fin de la plus épouvantable des guerres qui a signé l'éclipse définitive du vieux continent de la scène mondiale. Le sujet à l'époque, c'était moins l'Europe que le règlement durable de la question allemande. On peut la résumer ainsi. Comment mettre l'Allemagne hors d'état de nuire d'une façon acceptable par elle, alors que les États-Unis poussent à son réarmement pour faire face à l'URSS. L'Europe est la réponse évidente que lui fournit Jean Monnet, alors commissaire au plan. Une organisation où Bonn sera traitée à égalité avec Paris et où les sacrifices de souveraineté seront partagés. Le projet Monnet est tellement explosif qu'il ne peut s'imposer que contre les souverainistes, les gaullistes du RPF, les communistes, les atlantistes, les industriels, les maîtres des forges, etc. Pour éviter toute fuite qui aurait permis aux oppositions de s'organiser, Schuman impose le secret absolu. C'est seulement le matin du 9 mai que le gouvernement présidé par Georges Bidault est mis au courant des détails du projet. La discussion est agitée. Bidault, qui fait un partisan acharné d'un démembrement de l'Allemagne, s'opposant à tout abandon de souveraineté. Finalement, Schuman emporte de peu la bataille. L'Europe est donc lancée contre une grande partie de la classe politique, mais aussi sans consulter les Français. Mais quelle aurait été leur réponse 5 ans après l'humiliation de la France par l'Allemagne? La guerre en Ukraine nous rappelle que sans vrais hommes d'État, les passions meurtrières l'emportent toujours. Merci, cher Jean Quatremer. C'était donc un 9 mai. Robert Schuman parlait d'une solidarité de fait qui devrait s'installer entre les États européens. Finalement, les règles budgétaires et partager des règles communes pour une monnaie, c'est la logique d'un club solidaire. Oui, et responsable. Une solidarité de fait avec des actions concrètes. C'est l'Europe qui n'est jamais parfaite et qui s'est construite toujours et à chaque moment. Manon Aubry, la solidarité, ça s'impose pas avec des règles ? Ça s'impose pas avec des règles contre la volonté populaire. On se souvient aussi du référendum de 2005 dont le résultat a été bafoué en France. À l'inverse, et je vais dans le sens de ce que disait Jean Quatremer plus tôt, c'est que cette solidarité, elle se construit aussi, on l'a vu, elle a été mise à rude épreuve avec le Covid où les États se volaient entre des masques, etc. À l'inverse, elle se construit avec davantage de légitimité politique d'une part et d'autre part, un cadre économique avec de nouvelles ressources propres et de nouveaux indicateurs qui dépassent les fameux indicateurs des 3% et des 60% et de la croissance, mais des indicateurs de bien-être, de bien-vivre et qui permettent de reconstruire cette solidarité parce que je pense que quelques dizaines d'années après, le compte n'y est pas. Je vais voir comment elle va voter le rapport ressources propres. Je suis pour. J'ai déjà voté pour à plusieurs reprises et je regrette que le PPE s'oppose à la taxe sur les transactions financières comme c'est faux, c'est dans mon rapport. Ah bah tant mieux. Je suis PPE. Mais c'est faux, tous les PPE ne sont pas d'accord. Les PPE français ne sont pas d'accord. Ah, c'est une autre chose. Ouais, en tout cas, en dehors de ce qui se passe aujourd'hui, je trouve que dans les circonstances historiques de création de la communauté européenne du charbon et de l'acier, il y a peut-être une leçon, en tout cas un parallèle à faire avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y a un espèce de coup de génie français. La France est en situation difficile, elle a réussi péniblement à s'imposer dans le camp des vainqueurs de la guerre. Les Américains changent de pied parce qu'ils voient la guerre froide se profiler. On passe d'une logique de démontage et de déconstruction des capacités industrielles allemandes à une logique de reconstruction sur laquelle les Français risquent de ne pas avoir prise. Et grâce à cette idée, grâce à ce pool, les Français vont réussir à être autour de la table. Et Monnet a une sorte de génie institutionnel qui est
qui est remarquable. Voilà, José Manuel Fernandes, vous savez, c'est comme ça qu'on termine une émission à la télévision française. On parle du génie français. Merci Manon Aubry d'avoir été notre invité. J'imagine qu'au Portugal, vous parlez aussi du génie portugais, non? Oui, nous sommes un peuple qui a découvert le monde. Oui, évidemment, c'est pour le coup. Il a conquis avec du courage. Merci José Manuel Fernandes, merci Florence Autrey et Jean Quatremer. Cette émission a été préparée par Ilana Février, produite par Alexandre Rougier, réalisée par Pascal Simard. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Faute à l'Europe.